Madame Judith Godrèche, mes chers collègues, 7 ans après le phénomène MeToo aux États-Unis, la parole se libère en France. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Judith Godrèche afin d'entendre son témoignage sur la vulnérabilité des jeunes mineurs évoluant dans le milieu du cinéma et le silence face à leurs souffrances. Madame Godrèche, votre histoire personnelle a émergé ces derniers mois, notamment par votre travail et la promotion menée avec la série Icon of French Cinema, diffusée sur Arte. Vous portez la lutte contre ces violences sexuelles, mais aussi sexistes. C'est pourquoi nous avons souhaité vous auditionner avec la délégation aux droits des femmes aujourd'hui. J'en profite pour saluer l'initiative MeToo Garçons, qui est en cours, j'allais dire, de monter en puissance, car ces violences touchent bien entendu fréquemment les mineurs filles, mais n'oublions pas qu'ils touchent également les mineurs garçons. Le phénomène d'emprise touche tous les milieux artistiques, le cinéma, la télévision, les milieux littéraires, le mannequinat. À ce titre, lors de la Journée internationale des droits des enfants, la délégation aux droits des enfants avait organisé la projection du film Le Consentement de Vanessa Philo, tiré du livre Témoignage de Vanessa Springora. Ce film vient montrer, il me semble, 4 défaillances majeures. Celle de la cellule familiale, tout d'abord. Celle de l'environnement scolaire, celle des équipes de santé et enfin celle de la justice. Et j'avoue avoir quand même un peu de mal avec l'argument qui est de dire « c'était à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui ». Et votre histoire, Madame Godrèche, me semble faire écho à ce qu'ont retranscrit d'autres personnalités célèbres jusqu'ici, Vanessa Springora, dont je viens d'évoquer le nom bien entendu, mais aussi Flavie Flament. Ce phénomène d'emprise sur des jeunes filles et leurs familles doit forcément nous interroger. Alors, bien entendu, Madame Godrèche, nous sommes ravis de vous entendre ici. Et donc, dans un premier temps, bien entendu, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez faire votre propos liminaire. Et ensuite, bien, je donnerai la parole pour les questions-réponses à chacune et chacun. Merci. Il faut juste que vous appuyez sur le... Ah, merci, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider. Il y a un monsieur là, bonjour. D'accord, ok. Oui, c'est... Oui, d'accord. Alors, attendez, je vais... Voilà, ding. Voilà. Ouais. Merci de me faire l'honneur de me recevoir aujourd'hui et d'avoir convié à cette même table la délégation aux droits des enfants et la délégation aux droits des femmes. Ces derniers jours, alors que je me préparais à cette audition et que j'essayais de rassembler mes pensées pour venir vous exposer avec le plus d'éloquence possible mon humble vision de la société dans laquelle j'évolue, je me suis surprise à répéter ces mots à haute voix. Les droits des femmes, les droits des enfants. Leur fort pouvoir évocateur guidait la construction de mes pensées. Mais comme un jeu de chaises musicales, la phrase évocatrice que je murmurais en boucle a perdu des mots en chemin. Va savoir pourquoi. Mon inconscient a pris la liberté de faire un drôle de tri, en perdant en route les 2 premiers mots qui définissent vos délégations. Les droits. Dans ma tête à moi, comme dirait la petite fille que je suis, ne résonnent que les mots « femme » et « enfant », tout seuls, isolés, dans le silence. Curieusement, ce tour de passe-passe imposé par mon cerveau taquin, la disparition symbolique de ces mots incarne parfaitement mon propos. Cette solitude qui est la mienne est celle de milliers qui m'écrivent. Un jour, des hommes sont partis en voyage, loin, 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 avec ces mots-là. En effet, je ne suis toujours pas en mesure d'affirmer que des hommes n'ont pas tous les droits sur nous, et a fortiori tout le pouvoir. Puis pour aller plus loin dans cette pensée, le pouvoir, les gouvernements et le patriarcat ne font qu'un. Et la petite fille que j'étais, devenue la femme qui se trouve devant vous aujourd'hui, est encore à la recherche d'un équilibre, de la preuve absolue de cette égalité dont nous parlons tant, cette égalité dans le pouvoir. Ne me croyez pas ingrate, je célèbre moi aussi le progrès, les avancées, les victoires, avec passion et optimisme. Je danse de toutes mes forces avec mes sœurs anonymes quand une loi qui nous protège est votée. Mais soyons honnêtes,
Quand, encore aujourd'hui, un homme balaie si facilement du revers de la main la parole d'un enfant qui se confie à la société dans l'espoir d'être entendu, quand un autre homme puissant viole inlassablement des mineurs en toute impunité, quand les non-lieux se suivent et se ressemblent, quand la société du cinéma agresse, manipule et sadise les enfants depuis des décennies, tout cela devant un parterre d'aficionados conquis et silencieux, en pleine béatitude, sans l'ombre d'une révolte, d'un dégoût, d'un sursaut. Quand on s'adresse à des techniciennes comme à des sous-fifres, maltraitées, qu'on les maltraite et qu'on leur hurle dessus, où puis-je trouver ces deux mots perdus en chemin ? Les droits, les droits. Les droits des femmes, les droits des enfants, le droit de dire non. Peut-être est-ce les sévices subis dans mon enfance par des réalisateurs adorés par l'intelligentsia française qui m'ont incapacité, rendu impossible la possibilité d'inscrire ma confiance en un monde régenté par des adultes qui, en ce qui me concerne, dans l'univers du cinéma, n'ont fait justement qu'abuser de cette même confiance que je plaçais en eux. La société incestueuse du cinéma n'est que le reflet de notre société. Les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Comme l'écrivait Sándor Ferenczi dans son article « Confusion de langue entre les enfants et les adultes », le plus souvent l'adulte abuseur n'est pas un inconnu pour l'enfant. C'est une personne de confiance, son père, son éducateur, son réalisateur. Lors d'une agression, le premier mouvement de l'enfant serait le refus, la haine, le dégoût, une résistance violente. « Non, non, je ne veux pas, c'est trop fort, ça me fait mal, laisse-moi ». Ceci ou quelque chose d'approchant serait la réaction immédiate si celle-ci n'était pas inhibée par une peur intense. Les enfants se sentent physiquement et moralement sans défense, leur personnalité encore trop faible pour pouvoir protester, même en pensée. La force et l'autorité écrasante des adultes les rendent muets et peuvent même leur faire perdre conscience. Cette opération est coûteuse, l'enfant est plongé dans un état quasi hallucinatoire. La réalité est modifiée afin que l'enfant puisse maintenir la situation de tendresse antérieure, c'est-à-dire que l'adulte ne passe pas pour un agresseur à ses yeux. Ainsi, l'enfant peut rêver un adulte tendre à son égard. Moyennant l'identification, l'enfant s'approprie la culpabilité de l'adulte. Il pense que sa soumission mérite punition. Cela produit des enfants savants qui adoptent très facilement un rôle maternel à l'égard des adultes. Ils deviennent de véritables nurses à leur tour. Il s'opère un clivage de la personnalité de l'enfant qui, d'une part, maintient son besoin de tendresse antérieure et d'autre part, acquiert la langue de l'adulte et sa culpabilité. À ce sujet, Ferenczi parle de fragmentation et d'atomisation de la personnalité de l'enfant. Tout cela, je l'ai vécu. L'amnésie de la victime peut être longue. Comme je l'ai dit si souvent ces derniers temps, moi, Judith, 51 ans, actrice, réalisatrice et mère de 2 enfants, j'ai passé toute ma vie depuis mes 14 ans à repeindre la chambre en rose. Un réalisateur puis un autre firent de moi leurs objets. Ils se disputaient l'enfant Judith. Et tout autour de nous, dans ce monde d'érudits, de savants et de génies, le silence, la permissivité de la société, la sacralisation de ces auteurs faite par les journalistes de cinéma, par les acteurs et actrices adultes. Des livres tout entiers les encensent. Les avez-vous parcourus, ces livres ? Je comprends, cela semble être une question étrange ou naïve peut-être, mais nécessaire pour illustrer ce déni sociétal collectif qui assure l'impunité des agresseurs. La société cultivée, capable de lire Gilles Deleuze et de le comprendre, ne sait pas interpréter les interviews de ses réalisateurs ? En tirer des conclusions sur leur humanité ? La société du cinéma a perdu la mémoire, la vision, l'ouïe, une fois encore. Il suffirait de quelques-uns parmi les puissants pour autoriser les autres à recouvrir la mémoire, la vision, l'ouïe. Donner l'exemple dans notre société, dans le gouvernement. Nous ne sommes pas tous des Martin Luther King, mais pouvons-nous au moins rendre leur image aux enfants fantômes ?
ceux qui s'éteignent comme autant de petites filles aux allumettes. Qu'avez-vous fait du juge Durand ? Je ne suis pas allée à l'école très longtemps, mais je sais que lorsqu'un réalisateur se vante de se nourrir de l'histoire intime des enfants, glamourise le viol ou l'inceste, dévalorise la possibilité du non, il y a un problème. Que faisaient les érudits, les savants, les journalistes, les directeurs de cinémathèques et autres filmothèques, les ministres de la culture, les festivals, le CNC pendant tout ce temps ? Les dîners mondains, les soirées arrosées au champagne, les échanges de bons mots, les citations de Sioran et d'Althusser, l'entre-soi, nous savons faire. Quid de la morale ? De notre sens des responsabilités ? Plus on transgresse, plus on est invité de nouveau. Tiens, il y en a même dont le nom est inscrit en doré sur le porte-serviette. Alors que tout le monde savait. Comment dans ce contexte, là, imaginer que les bouches des petites filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes abusés puissent bouger pour exprimer autre chose que « pas de problème, oui, j'ai compris, je me tais ». Que contiennent les souvenirs des petites filles et petits garçons dans le silence ? Des choses assez équivalentes que ce que vous pouvez voir dans les pages de ces livres sur ces réalisateurs que vous devriez feuilleter de nouveau. Récemment, une inconnue bienveillante m'envoie une photo de l'intérieur d'un livre sur un réalisateur avec qui j'ai travaillé. Les personnes qui ont publié ce livre ont cru bon d'inclure à droite de l'éloge que fait de lui son producteur de La Désenchantée, une photo de moi, nue, face caméra à 17 ans. Pourquoi ? Je vous parle aujourd'hui et c'est comme si tout recommençait ou si tout était à inventer. Combien d'aujourd'hui vont devoir se succéder pour que la société regarde les choses en face ? Dans les rues de Paris, je marche le 8 mars. Des jeunes filles, des femmes plus âgées se précipitent vers moi, me remercient, pleurent. Ont-elles, elles aussi, été abandonnées par la société ? Elles me serrent dans leurs bras avec l'énergie d'un espoir. Attendaient-elles la prochaine voyageuse privilégiée qui ose parler publiquement ? Celle qui, dans le rayon de lumière de la notoriété, a le privilège de pouvoir parler de l'ombre. Oui, je suis privilégiée. Un privilège que j'ai décidé d'utiliser dorénavant à bonne fin. Quand j'étais petite, je me disais souvent « c'est pas grave ». Je ferai ça dans ma deuxième vie. Cette chose-là, je ne peux pas la dire. Je la dirai dans ma deuxième vie. Mais il n'y a pas de deuxième vie. C'est ici et maintenant. Le choc, les larmes, la bataille, la possibilité de ne plus travailler, être haï par le milieu, le réalisme des procès en diffamation, tout cela n'a rien d'enviable. Mais ce n'est rien comparé à la peur des jeunes actrices, des enfants acteurs, laissés seuls dans des pièces avec des directeurs de casting rabatteurs, des agents pour enfants sans licence, non obligatoire, des réalisateurs tout-puissants qui volent l'intimité, l'endroit de l'histoire d'une enfant qu'elle n'a pas envie de partager lors d'un rendez-vous avec un étranger, mais que le réalisateur pille encore et encore pour nourrir ses scénarios. Certains adultes se livrent dans notre société à la négation pure et simple des conduites incestueuses. Le silence de l'entourage de la victime est une négation des faits pour l'enfant. De la même manière, sur qui doit-on compter pour s'assurer que dorénavant, aucun enfant ne sera victime de violences sexuelles ou morales sur un plateau ou lors d'un casting ? Allons-nous garder le silence ? Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous pour protéger les enfants. Ne plus les livrer au cinéma sans aucune protection. Mais vous savez, ce sont les mêmes hommes, les mêmes systèmes que ceux de l'éducation, de la médecine, de l'édition, du sport par exemple, pour lequel vous avez ordonné une commission d'enquête. Vous savez ce que fait le pouvoir aux femmes. Il les viole. Les enfants, ils en disposent comme ils veulent. Parlons concrètement. Un directeur de casting est un homme ou une femme qui peut du jour au lendemain décider d'être directeur de casting. Il peut être le meilleur ami du réalisateur, sa meilleure amie,
Il ou elle se trouve la plupart du temps seul, dans une pièce avec un enfant. Un enfant, seul face à cette autorité, cette promesse d'un rôle, cette excitation dans la famille. Tu vas passer des essais, tu te rends compte, tu pourrais être comme telle ou telle star que tu aimes. Une petite fille à qui on demande de raconter sa vie. Mais pourquoi? Est-elle chez son psy? Non. Qui sont ces étrangers qui veulent tout d'elle? Elle se sent obligée, et si elle n'avait pas le rôle, et si elle n'était pas choisie, elle serait déçue, sa famille serait déçue, ses copines seraient déçues. Quelques jours plus tôt, dans la même pièce, une jeune femme majeure s'est retrouvée dans la même situation. Pas de texte, pas de dialogue. Donne-nous toi. Qui es-tu? Parle-nous de ta sexualité. As-tu un petit ami? Suivant les réponses, la fragilité. Un homme est appelé. Parfois, il est déjà là. Parfois, il est déjà trop tard. Ensuite, il est encore trop tard. L'emprise, l'autorité, la peur. Mais je ne vous apprends rien, nous le savons depuis des décennies. En grandissant, je me pensais mauvaise, sale, coupable. Je sais maintenant que je n'ai rien fait. Mais la société est coupable parce qu'elle les adule, parce qu'elle les soutient, parce qu'elle les protège. Notre société et ces hommes-là. Pour finir, je vais vous lire Le Petit Chaperon Rouge, la version de Perrault, donne la clé de cette métaphore très ancienne de la dévoration d'un enfant par un loup, avec vérité et subtilité. On voit ici que les jeunes enfants, le plus souvent des jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Je me permets de vous demander de prendre l'initiative d'une commission d'enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma, et en particulier ses risques pour les femmes et les enfants. Merci. Merci infiniment pour ces mots. Merci Madame Godrèche d'être parmi nous. Donc, je suis la présidente de la délégation droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Vous êtes depuis quelque temps sur un exercice difficile, évidemment, et que dans cette enceinte, on entend bien votre cri et votre demande. Vous avez plusieurs demandes. Et la première, j'ai envie de retenir votre demande quand vous nous dites « Je compte sur vous pour protéger les enfants », pour protéger les enfants à venir, les jeunes filles et les jeunes hommes aujourd'hui. Peut-être dans l'exercice qui est le nôtre, en tant que député, nous avons 3 missions. La première, c'est de représenter les personnes au sein de l'Assemblée. La deuxième, c'est de contribuer à la loi. Et la troisième, de contrôler l'action du gouvernement. Alors, quand on vous auditionne, il est certain que notre mission vise à changer les choses ou à transformer. Et donc, j'espère que cette audition contribuera à nous donner des éléments pour pouvoir changer cette situation. Pour ma part, je voudrais peut-être donner 2 orientations. Vous avez fait des parallèles avec d'autres secteurs, finalement, sur lesquels ces agissements peuvent avoir lieu. Je voudrais parler du monde du sport, où finalement on a un même parallèle, où des jeunes enfants peuvent être éloignés à la fois des liens distendus avec leur famille et puis être en proie à ces agissements. De votre point de vue, quelles seraient des actions concrètes qui pourraient être faites pour protéger ces enfants dans cette dynamique-là? Un deuxième exercice également qui consiste à développer plus fortement l'éducation à la vie sexuelle et affective pour les enfants. De votre point de vue, que faudrait-il qu'il y ait
dans ce temps que les adultes font à destination des enfants pour les protéger, quels sont les éléments qu'il serait bon d'avoir pour qu'on ait des enfants qui soient à la fois protecteurs pour eux-mêmes et que les adultes puissent également protéger ces enfants. Voilà. Je vous remercie et Madame la Présidente, je vous redonne la parole. Merci Madame la Présidente, chère Véronique. Moi, je vais me permettre de vous poser quelques questions avant de vous donner rapidement la parole, ce qui permettra à mes collègues de m'indiquer lesquels veulent intervenir. Ça nous permettra de bien gérer. Vous avez été auparavant auditionné au Sénat et vous avez décrit à ce moment-là la fascination exercée sur les jeunes, mais aussi sur les parents. Je pense que c'est important de ce monde fait de paillettes, comme vous l'avez dit, que ce soit le cinéma ou même d'autres milieux du même type, et qu'aucun vrai garde-fou était mis en place. J'aimerais savoir ce que vous entendez par garde-fou, ce que vous attendez, peut-être ce que vous avez à proposer. Vous connaissez mieux que nous, en tous les cas, ce milieu, et je pense qu'il est important de vous entendre. J'aimerais également que vous puissiez nous dire s'il y a une manière de sensibiliser les mineurs et leurs parents vis-à-vis de ces milieux artistiques, ce que vous préconisez pour essayer de mieux les accompagner. Et puis, sur une note d'espoir, j'espère, est-ce que vous pensez que la libération de la parole que nous sommes en train de connaître dans notre pays et dans le monde va faire évoluer le milieu? Est-ce que vous avez déjà constaté une évolution du milieu du cinéma? Et comment on peut faire pour effectivement mieux faire respecter leurs droits? Je pense que c'est important. Je vous propose de répondre à ces deux premières interventions. Chers collègues, vous nous faites un signe. Oui, alors... Tout d'abord, je pense vraiment qu'un enfant n'est pas en mesure de pouvoir se protéger dans ce cadre-là, et qu'à partir du moment où il s'agit d'un rapport qui est ce rapport d'autorité et de pouvoir, un enfant n'est pas en mesure, quelle que soit l'éducation sexuelle, ou il n'y a pas de prévention qui donnerait à un enfant la capacité d'être en mesure de se défendre. Par ailleurs, justement, quand il s'agit de mineurs, il y a une double dépendance et il y a un double fantasme, c'est-à-dire qu'il y a justement d'un côté le désir du producteur, du réalisateur, leur pouvoir de séduction, et puis de l'autre côté, il y a les parents qui peuvent en effet être impressionnés, séduits, avoir des désirs de succès pour leur enfant sans évidemment... connaître ou savoir exactement ce qui se passe dans le milieu du cinéma. Il y a un endroit qui est la salle de casting. Donc, quand un parent amène son enfant à un casting, emmène son enfant faire un casting, il faut savoir d'abord qu'il n'y a aucune formation pour les castings obligatoires. Il n'y a d'ailleurs aucune différenciation entre un directeur de casting pour adultes et pour enfants. Ils n'ont aucune formation psychologique, ils ne savent absolument pas, ils s'adressent à un enfant comme ils peuvent s'adresser à un adulte. Et quand un parent ne peut pas accompagner son enfant un jour à un casting parce que la maman travaille à temps plein ou le papa travaille à temps plein, l'enfant peut se retrouver évidemment à prendre le métro tout seul et à aller faire son casting tout seul. Et même quand les parents accompagnent leurs enfants à ces castings, ils ne sont jamais dans la pièce avec l'enfant. L'enfant se retrouve seul dans une pièce avec un directeur de casting. Donc il serait important d'imposer qu'il y ait une tierce personne en permanence dans cette pièce avec ce directeur de casting qui, comme je l'ai dit, peut être absolument n'importe qui. Demain, vous êtes un aventurier qui a envie de se reconvertir ou... un ami réalise un film et vous dit tu ne veux pas vous t'occuper du casting, vous pouvez aller attendre devant le lycée Victor Hugo, voir s'il y a des jeunes filles qui correspondent au profil du rôle
pour le film que votre ami réalise et aborder ces jeunes filles en leur disant « Vous aimeriez jouer dans un film ?» Combien de jeunes filles vous diront non? Probablement aucune. Et c'est comme ça qu'une histoire se raconte, et cette histoire n'est pas toujours drôle. Ensuite, les agents qui représentent des enfants, il n'y a plus de licence obligatoire. Demain, vous avez envie de devenir agent pour enfants. C'est possible. Donc si vous vous comportez mal, il n'y a aucune menace qu'on vous retire votre licence. Il n'est pas nécessaire d'en avoir une. Donc on peut s'improviser directeur de casting, on peut s'improviser agent pour enfants, de nouveau se retrouver seul dans une pièce avec un enfant, expliquer aux parents ce qui est nécessaire de faire, pourquoi vous refusez, en fonction de votre intérêt, de votre moralité, de votre voilà, l'influence que vous avez forcément sur ces parents qui n'ont pas les moyens ou qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas tout de comment les choses se passent. Vous pouvez leur raconter n'importe quoi. Donc il y a déjà ces deux problèmes-là. Ensuite, la famille du cinéma, comme je disais, c'est quand même une famille qui est coupée du monde extérieur. Il y a beaucoup on se pose beaucoup de questions. Il y a quelque chose d'assez mystérieux et magique qui se passe dans la famille du cinéma. On ne voit rien parce qu'on ne veut rien voir. Si la famille du cinéma assumait ses erreurs, se remettait en question, et que les présidents qui sont à la tête de certaines institutions dont j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, je me répète, mais une fois encore, il est nécessaire dans ce milieu-là de donner, il faut que nous donnions un exemple, justement, souffler un vent nouveau, être à l'aube d'un jour nouveau, mais ce jour nouveau n'arrive pas. Il est important qu'à la tête du CNC, nous ayons quelqu'un qui donne l'exemple, dont la morale soit irréprochable, justement parce que cette industrie est malade à un endroit qui est le respect des enfants, le respect des femmes, et qu'il y a des violences sexuelles et sexistes qui se reproduisent tous les jours. Alors bon, des préconisations, j'en ai beaucoup, mais peut-être que je ne vais pas tout de suite vous embêter avec toutes mes préconisations. D'accord, ok, bon. Donc comme je vous le disais, rien n'encadre le casting. J'en discutais avec le collectif 50-50 qui a eu la gentillesse de m'envoyer des documents et qui m'ont beaucoup, ces documents m'ont beaucoup enrichi ma connaissance de l'absence de cadre, justement. Et dans une des propositions du collectif, il propose de s'associer avec des syndicats de la profession pour rédiger des chartes de bonne conduite qui devront ensuite être transmises aux établissements accueillant les castings, notamment des écoles, des centres de loisirs. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous allez vous adresser à une directrice d'école et que vous lui dites « je fais le casting d'un film où je recherche des enfants, est-ce que je peux m'entretenir à filmer des enfants dans une de vos classes ?» Il y a de grandes chances que cette directrice ne se pose pas trop de questions, et le cinéma, après tout, elle n'est pas au courant que c'est un lieu de travail, une industrie dans laquelle il se passe des choses terribles avec les enfants, et elle va dire oui. Un réalisateur qui a pignon sur rue, pourquoi refuser que le casting se passe dans l'enceinte de son établissement? Mais ce qui se passe ensuite dans cette salle de classe, personne ne le sait. Donc comment sensibiliser les directrices d'école, les centres de loisirs, et leur dire faites attention, quand quelqu'un vient s'adresser à vous dans le cadre d'un casting, il faudrait qu'il y ait tout un système mis en place. Peut-être que la driette devrait être dès le départ inclus
dans cette étape préliminaire. En fait, souvent, quand il y a des réalisateurs qui font des castings alors qu'ils n'ont même pas le budget ou l'ensemble de leur budget pour vraiment réaliser leur film. Donc, en fait, on va aller faire un casting d'enfants qui, si ça se trouve, vont participer à un casting pour un film qui n'aura même jamais lieu. Il se trouve aussi qu'on fait un premier choix et un deuxième choix quand on cherche un enfant pour un rôle. Parce qu'au cas où la Dryade ne donne pas l'autorisation pour le premier choix, il y a un enfant qui se retrouve donc avec cet intitulé deuxième choix, donc qui est là en train de se dire je sais pas, je suis deuxième choix. Je trouve ça extrêmement déstabilisant pour un enfant de se retrouver à attendre de savoir s'il est pris. Je comprends bien que dans le système de montage de casting, et au cas où le premier choix, il y a un souci, les gens préfèrent avoir un deuxième choix, mais enfin, on parle d'êtres humains, de petits êtres humains qui investissent leur espoir dans cette possibilité d'être pris, et Dieu sait ce que ça veut dire quand on n'est pas pris également. Donc, à ce moment-là, si cette obligation du deuxième choix persiste, ou il faudrait qu'il y ait un accompagnement psychologique pour les enfants qui sont le deuxième choix, qui se retrouvent être le non-choix. Par ailleurs, il n'y a pas de coach formé pour les enfants obligatoire sur un tournage. Ça peut être un stagiaire, un troisième assistant réal, quelqu'un qui n'a aucune formation pour passer du temps avec un mineur, avec un enfant, qui n'a aucune formation psychologique. Il n'y a même pas d'obligation d'avoir une personne pour l'enfant. Ensuite, quand un enfant joue dans un film où il doit faire un rôle extrêmement difficile, jouer des sentiments voilà, il n'y a aucun soutien psychologique pour après le tournage. Les enfants, le jour où le film s'arrête, repartent dans la vie normale, sans aucun soutien psychologique. Peut-être faudrait-il qu'ils comprennent que c'était un rôle, que c'est fini, que maintenant, il y a une transition qui est nécessaire, qui est compliquée dans le fond. Quand un enfant va à un casting, qu'on lui demande tout d'un coup, ou qu'on lui pose des questions extrêmement intrusives sur sa vie personnelle, privée, sur des questions de société très difficiles, dans quelle mesure est-ce qu'un enfant peut comprendre pourquoi on lui pose ces questions ? Parce que tout est possible. Tout, absolument tout. Quand on dépose un dossier à la Dryade, quand on a choisi, donc un réalisateur a choisi un enfant pour un rôle, les producteurs, les productrices, les réalisateurs le plus souvent ne sont pas sollicités. Ce sont des assistants de production qui rédigent ces dossiers, parfois même des stagiaires dans certaines sociétés. Et la proposition du collectif 50-50 serait d'ajouter 2 pièces nécessaires au dépôt du dossier, des attestations sur l'honneur signées par les producteurs-productrices attestant du fait qu'ils ont pris connaissance des horaires autorisés et cadres de travail des mineurs, et qu'ils s'engagent à mettre en place les protocoles adéquats et adaptés spécifiquement à l'enfant. Attestation sur l'honneur signée par le réalisateur-réalisatrice attestant du fait qu'ils ont pris connaissance des horaires et cadres de travail des mineurs. Demander à ce que les scénarios soient lus par des coordinatrices d'intimité, une fois plus non obligatoires, et qui la plupart du temps ne sont pas sur les tournages, afin d'analyser les situations nécessitant un traitement particulier. Il ne s'agit pas seulement des scènes de nudité ou de représentation de sexualité. Ça ne va pas changer le monde, mais ça impliquerait les producteurs et les réalisateurs, et ça susciterait des réflexions sur le traitement des enfants. Des réflexions qui arrivent souvent trop tard, en début de préparation, sous le prisme négatif des horaires de travail qui sont trop réduits. Les réflexions sont trop réduites, pas les horaires de travail. Par ailleurs, oui, obligé qu'il y ait un coordinateur d'intimité, donc un coach,
Par ailleurs, un répétiteur, quelqu'un qui fait répéter ses scènes à un enfant, est une fois encore quelqu'un de non formé, qui n'a aucune formation même. Bon, ensuite, il y a des problèmes sur les horaires, des demandes de dérogation pour le travail de nuit. Voilà, enfin, il y a quand même une chose qu'on m'a beaucoup dite qui me paraît extrêmement choquante, et c'est vrai que ça paraît fou, mais les dresseurs d'animaux sont plus écoutés que les encadrants enfants sur les tournages. Ouais, pour l'instant. Très bien, je vais proposer une première série de questions. On avait Madame Chandler en visio. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame oui, Émilie. Vas-y. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chère Madame Godrèche, on ne peut pas ignorer la vérité parce qu'il ne s'agit pas de notre enfant, de notre fils, de notre fille. On ne peut pas être à un tel niveau d'impunité, de déni et de privilège qui fait que la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l'exemple. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru. Ces mots, ce sont les vôtres, prononcés à l'occasion de la 49e cérémonie des Césars le 23 février dernier. Avant toute chose, j'aimerais commencer par vous dire, nous vous croyons. Nous croyons les victimes. Je voulais vous remercier, Madame Godrèche, d'avoir pris la parole et d'avoir dénoncé avec courage les abus que vous avez subis. Votre témoignage salutaire éclaire l'opinion publique sur la notion de consentement, sur les mécanismes complexes de l'emprise et permet d'encourager la libération de la parole. Les violences sexuelles contre les enfants sont un fléau qui touche tous les milieux sociaux, toutes les catégories d'âge, et les enfants sont particulièrement vulnérables face à ces agressions. Ils ont souvent du mal à comprendre ce qui leur arrive, à exprimer leur consentement, à exprimer leur souffrance par la suite. Les agresseurs utilisent cette vulnérabilité pour instaurer cette emprise sur les victimes en utilisant menaces, chantage, promesses. Les violences sexuelles contre les femmes et les enfants sont également une réalité préoccupante lorsque l'emprise peut prendre la forme d'un contrôle permanent qui peut aller jusqu'à l'isolement social et économique de la victime. Mesdames et messieurs les députés, la lutte contre les violences sexuelles est une priorité absolue. C'est la grande cause du gouvernement, la grande cause du quinquennat. Depuis 2017, nous connaissons de grandes avancées. Ces progrès passent par un engagement de la société tout entière, de nos forces de l'ordre évidemment, mais aussi de notre justice qui doit être évidemment plus rapide, plus efficace, mieux formée, plus sévère. Madame Godrèche, vous n'êtes pas un cas isolé, mais bien le résultat d'un système entier basé sur la domination, la complicité et l'impunité. Nous devons agir ensemble pour protéger les enfants et les jeunes femmes, pour mettre fin à l'impunité. Nous devons également agir pour changer les mentalités et promouvoir une culture du respect et de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi ma question est la suivante. Comment pourriez-vous définir les contours du consentement de la victime ou de l'absence de consentement, et c'est là la complexité, face justement à la complexité des situations de violence et d'intimité rencontrées dans les milieux comme le cinéma, afin de sensibiliser et de toujours mieux protéger les victimes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Parmentier. Merci Madame la Présidente. Madame, merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre présence. La familia grande du cinéma est bien au-delà du cinéma, c'est protégé et continue de se protéger. On le voit bien dans le peu de soutien que vous avez reçu et même dans certaines déclarations tout à fait honteuses au sujet de votre courageux témoignage que l'on a parfois tenté de salir. Avec les réalisateurs que vous avez dénoncés, vous avez probablement vécu la pire époque, celle issue du libertarisme post-68 art, celle qui ne souffrait aucune barrière ni interdit, très bien décrite dans le livre de Camille Kouchner, précisément, La Familia Grande. Celle qui pétitionnait dans les années 70 en une de Libération pour défendre les pédophiles poursuivis par la justice, ou dans Le Monde en 1977 pour défendre les relations sexuelles entre adultes et enfants. C'est un extrait d'un documentaire très complaisant de Gérard Miller, aujourd'hui mis en cause par plus de 60 femmes pour violences sexuelles, documentaire dans lequel il interroge Benoît Jacot, qui vous a décidé à prendre la parole. Ma question est assez précise. Elle concerne directement notre délégation aux droits des enfants. Vous dites donc, vous l'avez dit tout à l'heure, que des mineurs, des enfants souffrent aujourd'hui d'abus,
d'attouchements ou de gestes déplacés sur les castings, les plateaux ou les tournages de cinéma, comme vous-même témoignez l'avoir vécu sur le tournage de La fille de 15 ans. La scène que vous avez vécue pourrait-elle se reproduire aujourd'hui sans que quelqu'un ne réagisse ? Je précise que je soutiens votre demande d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. La protection des enfants qui évoluent dans les milieux artistiques ne doit pas échapper à la loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Walter. Merci Madame la Présidente. Madame Godrèche, je voudrais tout d'abord vous dire merci. Merci pour les petites filles, merci pour les punks, merci pour le petit chaperon rouge. Merci enfin pour votre courage qui en donne à tant d'autres et qui nous donnera, je l'espère, celui d'agir pour tourner la page de ce vieux monde qui n'en finit pas de finir. J'avais 12 ans, comme Charlotte Gainsbourg, à la sortie de Lemon Incest. Je n'ai jamais trop aimé cette chanson, que tout le monde trouvait si délicieusement transgressive, mais j'ai encore le vinyle à la maison. J'avais 17 ans, comme Vanessa Paradis, à la sortie de Noces blanches, film de Jean-Claude Brissot qui raconte les amours de Mathilde, Vanessa Paradis, 16 ans au moment du tournage, et de son prof de philo, joué par un Bruno Kremer de 60 ans. Je me rappelle à ma grande honte avoir adoré le film. C'est dans ce monde-là que nous avons grandi. Ce monde où une petite fille appelée Jeanne, qui va avoir 50 ans le mois prochain, pouvait chanter à pleine voix avec des adultes qui n'y trouvaient pas malice « Jeanneton prend sa faucille », une histoire rigolote de viol en réunion, où les hommes sont des cochons et où les femmes aiment les cochons. Alors j'avais des dizaines de questions, j'en ai retenu 2 et puis une requête. La première, Jacques Doyon porte plainte contre vous pour diffamation. Il s'agit là d'une énième procédure bâillon, arme habituelle des agresseurs, dont on a pu mesurer la terrible efficacité lors de l'affaire Johnny Depp-Amber Heard, même si chez nous ça ne finit pas toujours bien pour le plaignant. Une récente tribune appelle à légiférer sur le modèle des lois anti-slap états-uniennes ou canadiennes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis à ce sujet ? Vous avez indiqué, deuxième question, lors de votre audition au Sénat, que la ministre de la Culture vous avait transmis une invitation du président de la République, mais que cette rencontre n'avait pas eu lieu. Depuis lors, Emmanuel Macron vous a-t-il reçu ? Et si oui, était-ce pour une photo ou pour une vraie conversation ? Et enfin, la requête. Lors de cette même audition, vous avez déploré la décision de retirer Édouard Durand de la tête de la Civise pour la laisser s'échoir sur le sable morné, je vous cite. Nous sommes nombreux à penser que le juge Durand doit reprendre la présidence désormais vacante de la Civise. Pouvez-vous nous aider à en convaincre le président et sa nouvelle secrétaire d'État à l'enfance ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner en visio à Madame Duby-Muller. Madame Godrèche, je tiens à vous dire dès à présent merci. Merci pour votre engagement, merci pour la force de votre témoignage, y compris très récemment lors de la cérémonie des Césars. Merci pour votre prise de parole pour briser ce tabou des violences sexistes et sexuelles contre les femmes, contre les mineurs. Cette parole est nécessaire et précieuse pour que la société se saisisse de cette problématique. Vos interventions ainsi que la publication du rapport de la Civise en novembre 2023 m'ont conduit à déposer un texte pour rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels contre les mineurs. Je remercie d'ailleurs vivement les présidentes Véronique Rioton et Perrine Goulet, ainsi que tous les autres députés qui ont apporté leur soutien à ce texte. Je pense que plusieurs collègues de nos délégations respectives se sont intéressés aux conclusions de ce rapport. Chers collègues, sur les 27 000 témoignages recueillis par la Civise, savez-vous combien étaient prescrits ? 75%, les 3/4, c'est énorme. Alors que ces faits ont brisé des vies, les victimes n'obtiendront jamais justice. Or, cela est nécessaire dans leur processus de reconstruction. Récemment, notre Parlement a déjà fait avancer les choses en élargissant le délai de prescription, mais il semble que cela reste insuffisant. Ce texte, je l'ai déposé car c'est une des principales recommandations des travaux de la Civise, menés notamment par le juge Édouard Durand. Dans les médias et devant nos collègues sénateurs, vous avez eu des mots très élogieux à son égard, soulignant son implication sans faille pour la défense des enfants, pour recueillir la parole des victimes. Son travail collectif avec les membres de la Civise a été précieux pour recenser les problèmes liés aux violences sexuelles contre les mineurs. Et je regrette aujourd'hui que la Civise fasse l'objet de polémiques et que le juge Durand ait été débarqué et que donc les travaux de cette commission soient désormais au ralenti. J'aimerais donc avoir votre avis sur cette question de la prescription. Et avez-vous pu échanger avec le juge Durand sur cette question de la prescription ? Est-ce que vous avez donc un avis sur ce sujet ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Balanan. Merci, mesdames les présidentes. Madame Godrèche, je suis comme mon
collègue Walter, assez touché par votre témoignage et un peu gêné parce que j'ai le même âge que vous, enfin un peu moins, un peu plus, un tout petit peu plus. Moi, j'ai 3 semaines de moins. Voilà. Et dans mon adolescence, et jeune adulte, j'ai beaucoup aimé les films dans lesquels vous étiez. Et j'avoue que vos révélations ont été une sorte de blessure et de cataclysme. Une incompréhension. Se dire que ces films qu'on a aimés, qu'on a en toute... enfin voilà, on a cru que c'était du cinéma, quoi. Et c'était pas du cinéma, justement. C'était pas que du cinéma, en tout cas pour vous. Et c'est assez terrible. Vous êtes d'un courage absolu. Vous n'êtes pas la première à avoir eu ce courage. En 2019, Adèle Haenel avait eu des mots forts et avait aussi dénoncé un certain nombre de choses. Et on était en 2019, nous sommes en 2024. J'ai l'impression que les choses n'ont pas vraiment bougé dans le milieu. Et autant dans d'autres pays comme aux États-Unis, il y a eu j'ai eu l'impression, une prise de conscience et peut-être une révélation avec le MeToo international. J'ai l'impression que le milieu du cinéma est resté au milieu du guet. Faire une commission d'enquête, oui, bien sûr. Je pense que ça peut être quelque chose de nécessaire. Elle va nous révéler un certain nombre de choses, mais il y a des choses sur lesquelles on peut déjà travailler. En réalité, il faut qu'on revoie de A à Z, du rez-de-chaussée au premier étage tout en haut, la question du droit des enfants dans le cinéma. Aujourd'hui, normalement, il y a des règles. Pourquoi ces règles ne sont pas suffisantes? Pourquoi les enfants ne sont pas accompagnés? Enfin, moi, ça me paraît effectivement complètement saugrenu qu'un enfant soit seul avec un adulte. Ça n'existe pas, ça n'existe plus normalement. Ça ne devrait plus exister. Donc, comment nous allons... Enfin, je pense qu'il faut qu'on légifère. Et il faut qu'on légifère vite sur le sujet, donner un statut effectivement aux agences de casting pour enfants, qu'elles aient une licence, ça me paraît évident, donner un statut des règles et un diplôme et une formation nécessaire, ça me semble aussi important pour les directeurs de casting. J'aurais aimé continuer, mais j'ai déjà dépassé 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame Firmin-Lebaudot. Merci, Mesdames les Présidentes. Merci, Madame Godrèche, pour votre témoignage qui vient compléter ceux qui ont, comme vous, osé avoir le courage de témoigner. Je pense à Sarah Abitbol dans le sport. Je pense aussi à Vanessa Springora. Et je veux revenir sur la diffusion qu'avait proposée Perrine Goulet du film Le Consentement, il y a quelques semaines maintenant, ici à l'Assemblée nationale. Et à la fin du film, nous étions quelques-uns à être, j'allais dire, KO. Enfin, pas quelques-uns, nous étions tous et toutes KO. À l'époque ministre, Perrine me propose gentiment de prendre la parole. Je dois dire que je ne savais pas quoi dire. Et en réfléchissant, et en y réfléchissant depuis, et en venant ici, je me dis que ce film, peut-être, doit être un espèce j'allais dire, de feedback de ce que nous avons fait comme progrès, de ce que nous devons encore faire comme progrès, parce que dans ce film, on voit la faillite collective de la maman, jusqu'à la police, jusqu'à l'éducation, enfin une faillite collective de chacun à notre place, de ne pas avoir accompagné cette jeune fille à l'époque dans ce qu'elle vivait. Donc ça, c'était une réflexion plus qu'une question. Et on parle beaucoup de l'enfant, mais on ne parle pas beaucoup des parents. Et comment on peut aussi accompagner ou prévenir les parents de quelle doit être leur place aux côtés de l'enfant lorsqu'il rentre dans ce monde un peu particulier, dans ces mondes un peu particuliers, que sont les mondes, j'allais dire, du spectacle peut-être, ou du sport ailleurs. Mais la place des parents doit être aussi un peu évoquée. Je pense que ce film, Le Consentement, moi, m'a profondément, j'allais dire, marqué. Et je pense qu'on peut s'en servir comme d'outil pédagogique de voir à quel point la faillite collective, et je veux dire que l'image du plateau télé de Bernard Pivot rigoler avec... je dois dire que je ne crois pas qu'on puisse... Je ne crois pas. J'ose espérer qu'en 2024, on puisse pouvoir ces images. J'ose espérer. J'en suis pas sûre. Une dernière intervention pour cette première salve de questions, avant de laisser la parole à Madame Godrèche et de
venir vers vous s'il y avait des choses à compléter. Madame Pasquini. Merci Madame la Présidente. Madame Godrèche, avant tout, comme mes collègues l'ont dit, merci, mais ça, on vous l'a répété 1000 fois depuis votre courageuse prise de parole. J'ai écouté attentivement votre audition au Sénat et vous l'avez dit souvent explicitement ou parfois de façon plus implicite, vous attendez des actions concrètes. Ici, à l'Assemblée nationale, nous avons l'honneur de recevoir votre parole au sein de la délégation aux droits des enfants, qui n'existe pas au Sénat, malgré les demandes faites par plusieurs sénateurs et sénatrices qui sont investis sur le sujet. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'exprimer longtemps, car notre temps d'expression ici est limité. Mais il y a quelque chose que vous avez dit lors de votre audition au Sénat et qui m'a beaucoup marqué, car travaillant beaucoup sur les sujets de droit et protection des enfants, c'est une image avec laquelle je me suis particulièrement sentie en phase. Vous avez dit, les enfants, filles et garçons, qui dénoncent, arrivent avec leur sac à dos, chargés de vérités lourdes à porter, chargés de violences subies et chargés de paroles qui sont écrasées. Ils ont transporté ce sac à dos péniblement et ils l'ont ouvert douloureusement face à nous, adultes, parents, frères ou sœurs, enseignants, médecins, juges, policiers ou gendarmes ou responsables politiques. Et nous, la seule chose que nous sommes capables de faire, dans l'extrême majorité des cas, et en tout cas jusqu'à présent, c'est de les égarer, comme vous avez dit, ces sacs à dos. Mais je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, du moins je l'espère, que ces temps ont changé, que ces sacs à dos, nous n'avons plus envie de les perdre. Mais nous avons envie de les faire parler, de faire parler leur contenu, de faire parler celui ou celle qui les ont transportés jusqu'à nous. Je te crois, je te protège, le juge Durand et la Civise nous ont ouvert et montré la route. Une route qui est sans doute longue et sinueuse, mais loin d'être impraticable. Pour avancer sur ce chemin, je tenais à vous dire aujourd'hui qu'avec mon équipe parlementaire, nous soumettons en ce moment même, et on en a parlé plusieurs fois, à co-signature une demande de commission d'enquête relative à la situation des mineurs dans les industries du cinéma, du spectacle vivant et de la mode. Et nous avons déposé, tout comme ma collègue Duby Muller, une proposition de loi visant à rendre imprescriptibles les viols et les agressions et atteintes sexuelles sur mineurs. Ma question est la suivante, Madame Godrèche. Sur cette longue route qui s'annonce, comment vous imaginez votre action et votre contribution, bien qu'elle ait déjà été immense? Merci. Madame Godrèche, je vous laisse si vous avez... Pardon. C'est la fille qui a pu rester très longtemps à l'école qui... Oui, alors excusez-moi, je pensais, et je vais essayer de vous répondre dans l'ordre, mais ce que vous me disiez me renvoyait à quelque chose qui me semble important de vous dire, qui est... Donc moi, j'ai vécu les 11 dernières années aux États-Unis. Et donc j'ai travaillé sur des tournages en tant qu'actrice dans des films américains, des tout petits films américains et des très gros films américains. Dans les deux cas, quand vous jouez un rôle qui nécessite, dans lequel il y a par exemple dans le scénario écrit, il y a une scène, je sais pas, Juliette fait l'amour avec Paul, description parfois dans le détail, parfois sommaire de cette scène, qui donc est mise en scène au moment où nous la tournons. Eh bien, dans votre contrat d'actrice ou d'acteur, vous signez un contrat dans lequel il est spécifié, donc vous avez cette conversation avec votre agent, avec votre avocat, si vous en avez un, ce qui est chose assez courante aux États-Unis. Chaque partie de votre corps que vous acceptez de montrer dans cette scène d'amour est écrit dans le contrat. Donc quand vous arrivez sur le tournage le jour J, le réalisateur ne peut pas tout à coup vous dire « Bah non, moi je préfère que tu enlèves ta culotte. » Parce que quand vous vous retrouvez, même une adulte, devant une équipe de cinéma avec, comme on sait, la pression du temps, du budget qui fait qu'on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de bavarder. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, allez. Sinon, il y a des heures sup, etc. Donc,
la responsabilité aussi d'être la personne, par exemple, qui tout d'un coup va bavarder, va négocier, va essayer de résister à cette demande, va prendre combien de temps? Avec la pression de cette équipe, la pression du producteur, la pression du directeur de prod qui est derrière le combo et qui fait genre faut y aller là. Donc, qu'il y ait un cadre justement qui soit... Parce que justement, moi, ce qui me semble être récurrent, ou la raison pour laquelle c'était important pour moi de venir vous voir aujourd'hui, c'est comment faire rentrer la loi. La loi. Pas la loi des parents. Alors, quand on est enfant, on identifie les parents à la loi. Mais sur un tournage, la loi, c'est pas mes parents. Pendant un casting, la loi, c'est pas mes parents. Quand je suis dans la maison de Jane Birkin, toute seule avec Jacques Doyon, et qu'il prend des notes et qu'il m'enregistre parler pour nourrir son scénario, ma maman n'est pas avec moi dans la pièce. Quand j'ai 15 ans, je me rends toute seule à une adresse qu'on me donne, parce que comment puis-je savoir ce qui va m'arriver ? Mais il est déjà trop tard. Moi, je suis déjà dans un système dans lequel je ne peux pas identifier la possibilité du non. On ne m'a pas donné les clés. Et je pense à ce système-là à l'époque, mais qu'on soit post-68 ou en 2023, la puissance du réalisateur, d'une équipe qui est elle-même en danger. C'est pas que la deuxième assistante ou la première assistante est une personne mauvaise. Qu'est-ce qui se passe si elle dit non mais ça va pas, elle veut pas l'enlever sa culotte? Bah peut-être qu'elle perd son boulot. Peut-être d'ailleurs qu'elle va décider de partir du plateau. Mais c'est un petit milieu. C'est une petite industrie. On est dépendant du prochain coup de fil. En tant qu'actrice, en tant que technicien, on est dépendant. Et que font les techniciennes aujourd'hui? Elles s'organisent toutes seules. Est-ce qu'elles vont discuter toutes ensemble au CNC ou parler avec vous? Non, elles s'organisent toutes seules. Elles font des groupes de discussion toutes seules. Les femmes se débrouillent toutes seules. Pourquoi? Parce qu'il faut combien de femmes pour être entendues par un homme? Il faut combien de femmes pour qu'on puisse croire qu'un homme plus connu, plus puissant, plus convoité, nous a agressés. Et c'est ça, ce qui est fou, c'est que la plupart de ces hommes qui d'ailleurs, j'y réfléchissais l'autre jour et je me disais, c'est faux, aux États-Unis, vous savez, ils aiment faire des films, ils écrivent des livres, et ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup à l'idée du serial killer. Il y a beaucoup de films qui sont faits sur des serial killers, il y a des livres, on réfléchit, bon. Et dans le fond, les serial violeurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un homme qui viole une fois, il viole 2 fois, il viole 3 fois, il viole 4 fois. Je ne suis pas unique. Je ne suis pas unique et j'en sais trop. J'en sais beaucoup, 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 beaucoup trop. Ces choses que je sais, c'est un poids, c'est une souffrance pour moi, mais surtout pour celles qui se sont confiées à moi. Qui se sont confiées à moi, non pas parce que je suis toute puissante, je suis privilégiée, j'ai la possibilité de m'exprimer en public, j'ai la chance d'être invitée ici, mais parce qu'à travers moi, leur honte, leur culpabilité, l'endroit de leur vie où elles se disent qu'elles ne pourront jamais, jamais, jamais être entendues, a un tout petit peu d'espoir. Mais même quand on est 2, même quand on est 3 et même quand on est 4, on a toujours peur. Et en effet, il y a les procès en diffamation, dont d'ailleurs même des jeunes étudiantes en théâtre m'ont parlé. Une jeune fille qui était dans un cours de théâtre, qui s'est retrouvée avec un procès en diffamation. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une avocate. Évidemment, il y a des associations merveilleuses qui aident. Mais il y a tellement d'abus sexuels. Enfin, je veux dire, ce que je découvre moi aujourd'hui avec cette espèce de drôle de perspective sur la France, puisqu'en effet je reviens des États-Unis, donc j'ai une forme de perspective un peu pas de touriste, mais c'est vrai que forcément je regarde la France avec les yeux d'une personne qui a vécu aux États-Unis.
Et ces messages que j'ai reçus, ces 5000 messages au jour d'aujourd'hui, c'est une vision de l'enfer. C'est une porte ouverte sur l'enfer. C'est l'expression que j'utilise le plus parce que, évidemment, qu'on est obligé de vivre notre vie tous les jours en se levant le matin, en s'habillant, en allant faire ce qu'on doit faire, notre métier, quand on travaille dans tel ou tel... Et qu'on ne peut pas passer notre journée à penser à ce qui se passe à côté de nous, enfin, dédier sa vie à cette souffrance-là, c'est difficile. Et en effet, il y a des gens qui le font très très bien et qui le font avec un amour de l'humanité, un respect des enfants et une sincérité qui a la puissance d'une foule. Et en effet, Édouard Durand est une personne rare, et c'est peut-être parce qu'elle est si rare qu'elle n'est plus à la tête de la Civis. Dans le fond, moi, je ne m'explique pas, et je n'étais pas là quand il a été écarté de la Civis. Je viens de revenir, enfin, je suis revenue en France, ou alors peut-être que j'étais là, je ne sais pas. En tout cas, je n'étais pas là à la création de la Civis. J'ai découvert Édouard Durand, voilà, parce qu'on m'a dit que c'était important que je le rencontre. Et en effet, c'est compliqué pour moi je ne suis pas en mesure d'analyser pourquoi une personne aussi exceptionnelle n'est plus à même d'aider ceux qu'il aidait. De la même manière que je suis par contre tout à fait capable de comprendre comment les femmes qui m'écrivent, pourquoi elles ont peur de s'exprimer et dans quel cercle vicieux elles se trouvent, et comment elles sont obligées de s'organiser toutes seules, de réfléchir toutes seules. Et en effet, Adèle Haenel a donné, malgré elle, ce qui est triste, sa colère est absolument légitime. Elle avait tellement raison d'être en colère. Mais ce qui est horrible, c'est que sa colère a donné la possibilité à ceux à qui elle posait problème de justifier leur désaveu quant à ses propos, quant à sa parole. Sa colère, la manière dont elle s'est exprimée, leur a donné la possibilité de s'abriter derrière le fait qu'elle était en colère. Parce que quand on est une femme et qu'on est en colère, c'est impossible d'être entendue. Alors moi, je parle doucement. Mais moi aussi, je suis en colère. Je suis très, très, très en colère. Mais je m'exprime différemment. Et ça ne veut pas dire que non seulement je ne la comprends pas, Adèle Haenel, je ne l'entends pas, je ne la porte pas d'une certaine manière en moi. Et je comprends qu'elle soit partie. Moi-même, tous les matins, je me demande si je ne ferais pas mieux de faire autre chose que du cinéma. Parce que pourquoi vouloir continuer à travailler dans un milieu qui ne veut pas se remettre en question? Alors, c'est pas parce que tous les gens, tous les acteurs, les actrices, les techniciens, les techniciennes, les producteurs, les productrices sont des gens mal intentionnés. C'est qu'il faudrait créer un cadre qui leur donne la possibilité de parler. Et je pense que la loi, par exemple, porter plainte, elle a porté plainte, mais ça veut dire que moi aussi. Et pourquoi pas moi? Il y a un cadre, on a ouvert la porte d'un cadre, un cadre s'est créé dans lequel peut-être quelqu'un de bienveillant va recueillir ma parole, quelqu'un qui ne va pas me virer d'un boulot. Je vais aller à cet endroit, peut-être porter plainte, moi aussi. Il y a un endroit, il y a une adresse, c'est la brigade des mineurs. Mais moi, je suis privilégiée. C'est grâce à mon avocate qui s'est battue, et parce que je suis quelqu'un une personne connue, que j'ai eu la chance d'aller directement à la brigade des mineurs. Moi, je suis terriblement privilégiée. Il y a des jeunes femmes et des enfants et des femmes et des hommes qui vont au commissariat, qui passent 9 heures à raconter leur histoire pour attendre un rendez-vous à la brigade des mineurs, puis ils n'ont plus de nouvelles.
Et ils peuvent rester sans nouvelles pendant des mois et des mois et des mois parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'effectifs. Je le vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une enquête, ça prend du temps, ça nécessite beaucoup de gens. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a tellement d'abus sexuels, il y a tellement de viols, il y a tellement que voilà, les choses vont prendre un temps fou, forcément. Pardon, excusez-moi. Alors, en ce qui concerne... oui, non, Emmanuel Macron, non, je ne pense pas pouvoir vous aider à avoir quelque influence que ce soit quant à sa décision par rapport à la Civise. J'ai moi-même très peu ma voix porte très peu quand il s'agit d'être entendue par Monsieur le Président de la République. Puisque il me semblait être que j'évoquais quelque chose qui me paraissait être de l'ordre du raisonnable, c'est-à-dire de donner l'exemple et qu'un homme comme Monsieur Boutonnat, qui a maintenant des charges contre lui dans cette accusation d'abus sexuels, de viol par son filleul, il me semblait que c'était quelque chose d'à la fois raisonnable et puis qu'en plus, comme je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui n'est pas irremplaçable. Je ne le suis pas non plus. Et qui pourrait être donc remplacé par quelqu'un qui, en tout cas, dont on ne sait pas, qui a des charges voilà. Qui plus est... c'est vrai que c'est compliqué, même dans les conversations que j'ai avec les associations, avec les syndicats de casting, d'agents, avec l'ARDA, avec le collectif 50-50. C'est compliqué malgré tout de se dire qu'on va aller au CNC parler de ces sujets-là. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui me semble tellement basique, tellement 1 + 1 font 2. Donc c'est voilà, dans l'enceinte d'une institution qui est présidée par quelqu'un qui déjà représente, qui évidemment qui a la présomption d'innocence, mais ça n'est pas de ça dont on parle là. On parle d'une sorte de révolution nécessaire à l'intérieur d'une société, celle du cinéma, dans lesquels il y a tellement de plis qui ont été pris. La toute-puissance des réalisateurs est absolument réelle. Elle n'est pas des années de ma jeunesse, elle est encore aujourd'hui. C'est les histoires qu'on me raconte ne sont pas de 1986, 87, des années 90. Ça fait 30 ans qu'elles se reproduisent inlassablement de la même manière. Il y a un système féodal, un système aristocratique, et il y a le réalisateur, le producteur qui sont tout en haut, et ensuite et il y a un vrai, on est dans un système féodal, et les gens n'osent pas prendre la parole, mais ils ont raison, je les comprends, c'est pas parce qu'ils manquent de courage. On vous fait une petite pause avec de nouvelles interventions. Il y a de la musique ? Non, 2 interventions. Non, excusez-moi, je vais laisser... Oui, mais non, mais juste, je vais laisser passer les collègues qui ne sont pas encore intervenus. S'il vous plaît, Madame Parmentier. On a Madame Marie-Charlotte Garin. Oui, après. Oui, merci Madame la Présidente. Et je suis désolée, je ne pourrais pas rester. Avant. Je vous entendrai en visio parce que j'ai un train à attraper juste après. Mesdames les Présidentes, Madame Godrèche, merci d'avoir parlé, d'avoir ajouté votre témoignage à celles qui sont venues avant vous. On en a nommé notamment Adèle Haenel. Et en vous entendant, moi j'ai l'image d'un poème de Rupi Kaur qui s'appelle Héritage et qui dit « Je suis debout au-dessus des sacrifices d'1 million de femmes avant moi, me disant « Que puis-je faire pour rendre cette montagne plus haute, pour que les femmes après moi puissent voir plus loin ?» Alors merci Madame Godrèche d'avoir rendu notre montagne plus haute en osant parler publiquement. Si on fait le lien aujourd'hui entre nos 2 délégations, si on fait le lien entre les droits des femmes et ceux des enfants, c'est bien parce que c'est la même domination, la même violence, le même contrôle sur nos corps, qui est partout. Au cinéma comme ailleurs, c'est un système, c'est notre société et notre responsabilité collective. La spécificité du cinéma, c'est que c'est un miroir sur nos cultures et une loupe grossissante sur nos représentations. Madame Godrèche, depuis vos prises de parole ces dernières semaines, est-ce que vous sentez que l'industrie du cinéma
elle serait prête à bouger et à se remettre en question, enfin. Vous avez parlé de révolte tout à l'heure, et je crois que nous sommes légitimes à la révolte, celle pour le respect de nos droits d'exister librement en ce monde, sans peur, sans contrôle. Depuis MeToo, j'ai le sentiment que la parole a enfin été entendue, mais que le grand chamboulement que nous attendions, il n'est pas arrivé. Est-ce que vous pensez qu'on y arrive ? Est-ce qu'on n'y serait pas là, finalement, à la phase 2 de MeToo, qu'après l'écoute, il ne serait pas l'heure de l'action, et de l'action systémique de ce gouvernement, avec les moyens qui vont avec, pour que jamais, plus aucune femme, plus aucun homme, plus aucune petite fille, aucun petit garçon, n'ait à se dire qu'il lui faut une deuxième vie pour pouvoir vivre librement la sienne, et que notre société les a abandonnés. Et enfin, puisque vous aussi, vous êtes mis en cause pour diffamation, aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une pensée pour les militants et militantes féministes, notamment Alice Coffin, Raphaël Rémy-Leleu, qui en ce moment même sont devant la 17e chambre du tribunal judiciaire pour diffamation dans l'affaire Christophe Girard. Et à défaut de pouvoir être avec elle physiquement, je pense qu'on peut leur envoyer en tout cas une pensée de soutien maintenant. Je vous remercie. Merci, Madame Standbach-Ternoir, qui m'a demandé la parole aussi. Merci, Madame la Présidente. Et merci Madame Godrèche, merci pour votre parole, merci pour votre courage et merci pour votre colère aussi. Votre histoire, elle m'a d'autant plus bouleversée qu'elle s'est déroulée en partie sous mes yeux, comme sous les yeux de l'ensemble de la société qui a laissé faire, vous le dites terriblement bien, tout le monde savait. Et j'ai envie de dire, même c'est pire que ça, vous, comme par exemple Vanessa Springora aussi, vous révélez une forme de droit à l'artiste d'être agresseur au nom de l'excellence de son art, tandis qu'on déguise sa victime en muse. Il y a une forme de glamourisation et finalement de justification de faits et d'abus qui me semble totalement intolérable. Et ça pose notamment, entre autres questions, celle d'un cadre protecteur pour les enfants artistes dans une culture, une société où on aime tant les enfants prodiges d'une manière générale, dans le cinéma, la musique, le sport, la danse, et où du coup, finalement, on les jette dans une vie d'adulte, avec des adultes, sans évidemment ni les outils ni les armes pour faire face, puisque par définition, ce ne sont pas des adultes et que ça les laisse dans une position d'extrême fragilité, propice à l'influence, à l'emprise, à la violence. Et vous avez eu ces mots terribles qui tournent dans ma tête. Un enfant qui a eu peur, il a peur toute sa vie. Et actuellement, il n'y a pas de suivi continu défini par la loi de la pratique professionnelle, notamment des enfants artistes, pas d'assistance sociale pour prévenir les risques. Vous avez évoqué déjà des pistes intéressantes, notamment les manques d'exigence flagrants dans le cadre des castings. Vous évoquiez aussi l'idée d'un référent, peut-être sur les tournages dédiés à l'enfant, donc j'imagine formé spécifiquement pour ça. J'aurais voulu peut-être vous entendre développer un peu cette question d'un accompagnement pratique ou psychologique sur lequel on pourrait, nous, peut-être aider, légiférer. Et vous demandez aussi si vous aviez d'autres pistes, peut-être nourries aussi des milliers de témoignages que vous recevez, qui j'imagine émanent aussi peut-être d'autres milieux que de celui du cinéma. Et enfin, peut-être une question très technique, mais en fait j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas évidemment le milieu du cinéma, que pour les autorisations de tournage des enfants de moins de 16 ans, ils sont finalement accordés par le seul préfet via la DRAS. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des mécanismes un peu anticipateurs de risques en tout cas, je ne sais pas, moi, avant qu'il y ait une autorisation, une étude d'historique des risques psychosociaux sur les équipes ou dans le travail du réalisateur qui fait la demande, etc. etc. Merci d'avance pour votre aide et encore merci pour votre courage et votre combat. Madame Parmentier, je vous laisse 30 secondes pour rebondir. Merci, Madame la Présidente. Simplement, voilà, je ne veux pas vous embarrasser par la précision des réponses, mais vous avez dit quand même quelque chose tout à l'heure, que les enfants ou les mineurs souffrent aujourd'hui d'abus, d'attouchements, de gestes déplacés sur les castings, les plateaux et tournages de cinéma. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? Et est-ce que, encore une fois, ce qui vous est arrivé sur le tournage de La fille de 15 ans pourrait se repasse aujourd'hui, sans que quelqu'un ne réagisse ? Voilà, c'est très précis et je voulais avoir votre réponse là-dessus. Je vous remercie. Madame Godrèche, je vous laisse répondre à ces dernières questions et bien entendu, vous avez toute liberté de nous dire autre chose si vous le souhaitez. Merci. Écoutez, je ne peux pas répondre à votre question de manière... D'abord, je pense justement que pour que... comment dire ? Pour que les informations ne viennent plus de moi,
mais que vous les ayez en direct, il serait nécessaire vraiment, et je peux vous donner tous les documents nécessaires, tous les contacts nécessaires pour aller vite, parce qu'en effet, je pense qu'il faut aller vite. Parce qu'en effet, moi, il y a des choses qui me révoltent. Mais voilà, je pense qu'en effet, il faut que la loi rentre dans le cadre. Je sais. Et que l'exception culturelle ne peut pas justifier que le monde de la culture échappe aux lois ordinaires. Parce que le monde de la culture aime se raconter qu'il est une famille et que justement ce lien est si fort que tout le monde partage un idéal artistique auquel tout le monde croit, comme dans l'Église catholique, une famille réunie par une même croyance. Et le déni du pouvoir qui est pourtant à l'œuvre dans le cinéma, c'est-à-dire que l'artiste tout-puissant a le pouvoir, a tout le pouvoir, est dangereux. Parce que des abus de pouvoir sont donc... c'est exactement le même système d'oppression du plus faible et qui s'opère dans d'autres milieux, en effet. Et les témoignages que je reçois pourraient être transposés. Justement, je dis tout le temps que... Enfin, je dis tout le temps, j'ai l'impression de... Mais pardon, je me répète, mais la famille du cinéma est une famille incestueuse. Et d'ailleurs, une famille qui vraiment, dans lesquelles il y a le plus fort, il y a la personne qui essaye peut-être, qui pense peut-être, qui imagine ou qui ne va pas savoir ou qui va se sentir coupable et qui ne va pas parler. Et cette personne est souvent la plus faible, l'enfant ou la femme. L'actrice, la technicienne, le jeune enfant, le jeune garçon. Un enfant qui se rend à un casting ne sait pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et d'ailleurs, regardez comme on est quand on va voir un film. On est ébloui, on est pris, on rêve notre vie. Parfois même, on oublie les souffrances de notre quotidien quand on va au cinéma. On se sent moins seul. Et quand on imagine qu'on va participer à un film, c'est la même chose. On se dit... Et d'une certaine manière, cette espèce de sacralisation de cet art, qui est un art que j'aime profondément, donne aussi l'illusion à cet enfant, à ce moment-là, oh, mais il ne peut rien m'arriver. Ils ont sûrement raison, les grands, là, qui m'agressent. C'est du cinéma. Comment un enfant peut remettre en question la parole d'un adulte qui est en train de lui faire du mal sans qu'il le sache ou sans que cet enfant ose se l'avouer? Comment? Quelle serait sa force psychique? Quand on m'a dit de m'allonger sur le canapé, je me suis allongée sur le canapé. Et je n'étais pas une enfant sans cerveau, sans... Je n'ai pas su que j'avais le choix. C'était ma vie. Et le réalisateur et le producteur sont dans un rapport hiérarchique avec les comédiens et les comédiennes et les techniciens et les techniciennes. La preuve, c'est que les uns peuvent renvoyer les autres et pas l'inverse. Donc l'abus d'autorité doit être pris en compte de la même manière qu'il est pris en compte, ou qu'il devrait être pris en compte dans d'autres circonstances. Oui, et c'est vrai que cette famille marche au désir, c'est-à-dire comment s'autoriser déplaire, refuser de plaire. C'est un milieu qui marche au désir. Être prise, être choisie. Est-ce que je vais être prise? On n'a pas de nouvelles du réalisateur? Oh non, il ne m'a pas prise. Le rapport, dès le départ, est un rapport de vous disposez de moi. C'est à l'autre, c'est à l'adulte, c'est à la loi de mettre un cadre dans lequel cette disposition du corps de l'autre, de l'être, ne peut pas... l'adulte, le réalisateur qui a ce pouvoir ne peut pas en tirer,
abuser de son pouvoir. Parce que de toute façon, même moi, aujourd'hui, je peux de nouveau me retrouver dans une situation où peut-être je n'oserais pas dire non. C'est très, 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 très compliqué. C'est vraiment compliqué. Excusez-moi, j'essaie de répondre à toutes vos questions. C'est-à-dire que si l'abus d'enfants, des révélations d'abus d'enfants sur des tournages privaient les producteurs et les réalisateurs de financement public, peut-être qu'ils se poseraient de vraies questions. C'est-à-dire que comment introduire des lois, un cadre à tellement d'endroits? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme si on se disait, tout au long de la chaîne, tout est possible. Il n'y a pas un endroit dans cette chaîne du premier jour du casting à la fin de tournage où tout n'est pas possible. Donc c'est vraiment, sur mon tournage, il y avait une jeune actrice de 14 ans. Il y avait des scènes où même à l'idée de se rapprocher à ça de la bouche de Loïc Corbery, ça la mettait mal à l'aise. Mais j'aurais pu lui dire, mais Alma, non, moi je veux que tu sois à ça de sa bouche, parce que sinon j'arrive pas à avoir mon plan, on va pas croire que tu l'embrasses. Mais non, pourquoi je demanderais à cette jeune fille de faire ça? Au nom de quoi? C'est à moi de m'adapter à elle. C'est à moi d'être un réalisateur, une réalisatrice et de transformer ma mise en scène de telle manière qu'on puisse croire à quelque chose sans abuser de cette jeune fille qui n'a pas envie de faire ça. Mais dans le contexte dans lequel je me trouvais, avec... Je veux dire, il aurait été possible, si elle n'avait pas eu sa coach intimité qui était formée, qui avait une formation de psychologue, si elle avait eu personne pour elle, si elle n'avait pas eu cette tierce personne qui n'est là que pour elle, en l'occurrence, dans ce cas précis, cette personne avait été payée par la production, mais je pense qu'il faut absolument que dans tous les tournages qui impliquent un mineur, il y ait une personne, une référente qui ne soit pas sous la responsabilité de la production. Que le référent harcèlement ne soit pas quelqu'un qui doive aller rendre des comptes à la production. Il faut que cette personne soit indépendante parce que c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort pas sinon. Il faut vraiment qu'il y ait une personne, une tierce personne, une référente harcèlement qui ne soit pas payée par la production, indépendante, et par ailleurs, en plus évidemment, parce que ces personnes-là sont différentes, un coach pour l'enfant, et puis un coach intimité pour les scènes, pour les enfants et les femmes et les hommes, qui est quelqu'un, parce que même une actrice adulte peut ne pas oser, puisqu'il n'y a pas ces contrats en France où on a justement ce contrat qui détaille les parties de notre corps qu'on accepte de montrer ou pas. Voilà, il faut créer un cadre qui pour moi n'existe absolument pas aujourd'hui. Excusez-moi, je regarde juste si... Non, allez-y, je vous en prie. Si vous avez fait le tour de ce que vous vouliez nous dire. Ouais, non, je pense... Oui. Je voulais vous remercier, Madame Godrèche, pour cette audition, vraiment. Je pense qu'on est tous à se dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le milieu artistique, peut-être au sens large, on parle du cinéma, mais quand on voit dans d'autres milieux artistiques comment ça se passe, je pense qu'il faut peut-être être un peu plus large. Le milieu du spectacle, et évidemment les agences de mannequins et les mannequins enfants. Enfin... Et en fait, vous l'avez justement dit, on s'occupe... peut-être mieux des animaux, mais j'ai d'autres tournages moins intéressants où ces contrôleurs d'intimité, ces chartes existent, et je me dis comment ça se fait qu'on ne l'a pas pour les enfants. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci Madame Godrèche, merci pour votre combat. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure, Madame la Présidente? En tout cas, la délégation aux droits des enfants et aux droits des femmes vont continuer ce combat, par quels moyens c'est à définir. Mais en tout cas, nous ne laisserons pas retomber votre parole, je pense qu'on peut vous le garantir. Merci. Merci à vous. Merci.